J'accueille Sophie Boissard, bonjour. Bonjour Bruce Toussaint, merci de me recevoir aujourd'hui. Vous êtes directrice générale du groupe Korian. Je rappelle que le grand déballage sur les EHPAD continue dans la foulée du livre de Victor Castanel, Les Fossoyeurs, qui dénonçait dans un premier temps le groupe Orpea, mais vous êtes en quelque sorte, votre groupe est éclaboussé également par ce scandale. Il y a aussi l'imminence de l'émission Cache et Investigation sur France 2 qui semble être consacrée à votre groupe. Et il y a surtout cette action collective, donc plusieurs plaintes qui seraient réunies en ce moment par une avocate, Sarah Salman pour ne pas la nommer, contre votre groupe. Ça fait une actualité très riche, évidemment. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on regarde ensemble un reportage, puisque vous nous avez ouvert les portes d'un de vos établissements qui s'appelle les Terrasses du 20e, c'est à Paris. Alors, évidemment, on va regarder ensemble ce reportage de nos équipes. On en parle juste après, mais je précise bien que c'est vous qui avez ouvert cet établissement à nos caméras. On le regarde tout de suite. Donc, est-ce que ce soir, vous avez bien dîné? Qu'est-ce qu'il y avait ce soir? Ce soir, vous aviez le boudin, mais ça a été remplacé, je vous ai fait à une terrine à base de foie de veau. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, c'était bien. Voilà, parce que... Un dialogue engageant entre une résidente et le chef cuisinier. Dans cet établissement dont le groupe Korian nous a ouvert les portes, le scandale des EHPAD semble lointain. On n'est pas à compter le nombre de protections, on n'est pas à compter le nombre de biscottes, vous voyez. Voilà, pour le coup, on est au service des résidents et c'est essentiel, c'est ça le cœur de notre métier. Après qu'il existe des choses dans certains établissements, dans d'autres groupes, c'est une chose. Le but étant de ne pas généraliser. Ne pas généraliser et regarder aussi ce qui se passe bien. Ici, il y a peu de turnover dans le personnel et cette donnée est importante. Les soignants qui sont ici, donc aides-soignants et auxiliaires de vie, sont là minimum depuis au moins une dizaine d'années. Chose qui se trouve très rarement dans les EHPAD actuellement. Il y a un turnover très très important. C'est le seul EHPAD dans lequel j'ai pu travailler où j'ai trouvé des salariés qui étaient bienveillants envers les résidents. Et quand je le dis, c'est pas... sincèrement, hein, j'ai vécu des choses très très difficiles dans certaines structures. Là, il y a des dysfonctionnements, il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas toujours parfaitement bien. Mais ce que je retiens, moi, c'est la qualité des soins faits par les professionnels et notamment par les aides-soignants. Les raisons du succès vues par les salariés, une structure à taille humaine, 60 places seulement, 48 en ce moment pour cause de travaux, une organisation en petites unités de 12 résidents et surtout un engagement des équipes. On fait des transmissions tous les jours. C'est pourquoi il y a une très bonne communication ici. C'est pas un métier facile, il faut aimer. Et moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'aime ce métier. On est fiers par ce qu'on donne. Moi, personnellement, j'ai envie de... Quand je me couche le soir, j'ai envie de dormir. Parce que j'ai réalisé quelque chose de magnifique dans ma journée. Et c'est comme ça que je conçois ce que je fais à maison de retraite. Nous n'avons pas rencontré les familles, mais comme dans d'autres établissements, elles peuvent parler de leurs problématiques au sein d'un conseil de vie sociale. Voilà pour ce reportage signé Angile Ouattara et Emeline Darcourt. Bon, tout va bien. Écoutez Bruce Toussaint, je crois que ce qu'on vient de voir là dans cet établissement qui est à Paris est très représentatif de ce qui se passe quand les établissements fonctionnent bien et quand on a des salariés qui le font comme on l'entend là avec le cœur. Moi, je suis aujourd'hui profondément sidérée, atteinte par ce qui se passe depuis la publication du livre Les Fossoyeurs. Les Fossoyeurs, ça dénonce ce qui serait un système extrêmement cynique dans une entreprise au service du grand âge. Et on voit de proche en proche aujourd'hui une espèce de contagion où on met tout dans le même sac, qui atteint tout le secteur, qui atteint... qui atteint aujourd'hui des entreprises privées, qui atteint aussi, on entend ce qui a été dit, des structures publiques, associatives, à partir du nombre de réclamations. Et en fait, moi, j'écoute aujourd'hui, j'ai énormément de messages depuis 2 semaines, énormément. Et j'entends des familles qui me disent « Je suis inquiète, est-ce que j'ai bien fait de confier mon proche, mon parent à une maison de retraite? Est-ce que c'était pas une erreur? En qui puis-je avoir confiance ?» Et j'entends des salariés qui, en fait, sont aujourd'hui profondément engagés, qui depuis 2 ans se battent avec le Covid. On est là encore en Omicron, avec les cas contacts, les plannings qui doivent être faits, des personnes qui travaillent parfois le double de ce qu'elles devraient travailler parce que leur collègue est écarté momentanément, et qui me disent « mais c'est pas possible, on se reconnaît pas dans le système et dans le cynisme
qui est pointé dans le livre. Tout ne fonctionne pas toujours parfaitement, c'est ce que dit d'ailleurs l'infirmière dans le reportage. Mais en tout cas, notre état d'esprit, la vocation qui est la nôtre n'est pas celle-là. Sophie Boissard, donc c'est quoi? C'est une fiction? C'est une cabale? Un complot? J'essaie de comprendre, parce que moi j'ai lu le livre, je viens de voir le reportage évidemment. J'ai lu le livre, j'entends aussi les témoignages qui sont édifiant. Vous disiez que vous étiez sidéré, je le suis aussi. Donc, il y a quand même, entre ce que vous décrivez, qui semble être un monde parfait, et ce que décrivent aussi les plaintes, les témoignages des familles, enfin, j'avoue que je ne comprends pas. Oui, c'est difficile parce qu'en fait, il faut pas généraliser. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des situations difficiles. Accompagner des personnes très fragiles, très dépendantes en fin de vie, c'est une tâche éminemment délicate. Lorsqu'effectivement l'équipe n'est pas au complet, lorsqu'il y a des absences, et je l'ai dit ces derniers mois avec le Covid, c'est compliqué. Ce n'est pas ce genre de problème qui est pointé. Mais attendez, si. Écoutez, vous généralisez, laissez-moi être précis. Je ne généralise pas, voilà. je vous parle justement de problèmes très précis. Et vous me dites des problèmes de planning. Moi, je ne vous parle pas de problèmes de planning, je vous parle de maltraitance, vous savez très bien de quoi il s'agit, et aussi de rationnement. Je ne pense pas qu'on soit sur des problèmes de planning. Maltraitance et rationnement, il a été dit dans le livre Les Fossoyeurs que dans une entreprise donnée, ce serait un système qui conduirait à cela. Moi, je l'ai dit très clairement depuis le départ, le système de Korian n'est pas un système qui conduirait à la maltraitance, au rationnement. Il n'y a pas de rationnement chez Korian, il n'y a aucune consigne d'aucune sorte qui serait donnée de rationner dans les établissements. Nos valeurs, la formation, l'engagement des collaborateurs, c'est autour de la confiance, de l'initiative, de la responsabilité, de la bientraitance. Nous formons nos salariés à la bientraitance. Mais nous ne sommes pas parfaits. Il y a des endroits où des choses peuvent mal se passer. Et là, le point majeur, et c'est ce que je voudrais dire ce matin, c'est d'abord que la parole soit libre, que l'on puisse parler. Parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Si vous voulez que je vous donne un chiffre, l'année dernière, il m'a été reporté 28 faits possibles de maltraitance. 28 sur combien de pensionnaires? 28 sur un peu moins de 300 établissements et 22 000 personnes. Voilà. 28 faits ont été remontés. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un fait est signalé? Immédiatement, nous saisissons les autorités. Nous le signalons à la justice, nous le signalons aux agences régionales de santé et nous intervenons immédiatement, les services interviennent immédiatement pour regarder ce qui s'est passé, prendre les mesures, écarter éventuellement la personne mise en cause, évidemment. Et évidemment, nous prévenons évidemment les familles et les proches également. Donc je ne suis pas en train de vous dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes, loin de là. Et d'ailleurs, personne ne serait d'accord avec cela. Mais de dire que toutes les entreprises aujourd'hui, et notamment la mienne, agissent de manière cynique, sans cœur, en voulant mal faire leur travail, je ne peux pas le laisser dire et je ne le laisserai pas dire. Vos propos sont très fermes ce matin. Écoutons ensemble l'avocate Sarah Salman, qui est donc en train d'organiser cette action collective contre votre groupe. Elle était mon invitée hier matin. Ça ressemble très, très, très fortement. C'est déshydratation, absence d'humanité. Par exemple, quelqu'un qui a Alzheimer, on vous dit non mais attendez, vous vous souvenez pas de moi, vous vous fichez de moi. Voilà, c'est ce genre de choses. Manque de soins. Alors en termes de timing, ce serait Orpea en mars, Korian en avril. Là, c'est pour des questions de timing parce que l'action collective Orpea a commencé avant. Chaque plaignant est autonome dans sa plainte puisque les faits visés sont différents. Donc il y a notamment homicide involontaire, violence par négligence, non-assistance à personne en danger, notamment. Et ce serait courant avril. Pourquoi toutes le même jour? Eh bien, pour faire poids contre Korian qui intimide, je le rappelle, certaines familles. Vous entendez, ce sont des accusations extrêmement graves. Ce sont des accusations très graves, en particulier la dernière, de dire que nous intimiderions. Et nous l'avons dit d'ailleurs, nous nous réservons toutes les possibilités d'agir contre des propos qui sont diffamatoires. Contre qui? Contre l'avocate? Contre les familles? Bien sûr que non. Enfin, je parle de la personne qui profère cette accusation d'intimidation sans d'ailleurs n'avancer aucun élément. Ce que je peux vous dire aujourd'hui... Vous ne passez pas... Excusez-moi, juste une question. En ce moment, vous ne passez pas de coups de téléphone aux familles avec qui il y a des problèmes? Qu'est-ce que vous sous-entendez là? Que nous serions en train aujourd'hui d'intimider? C'est une question. Écoutez, franchement, je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille. Ce que nous faisons d'ailleurs en permanence, nous avons un service de relations famille
qui travaille 6 jours sur 7. Je voudrais d'ailleurs donner le numéro 01 55 37 53 95. Il peut être joint très facilement sur notre site corian.fr. Ce service, il est là pour être un lieu d'écoute, un lieu d'identification de difficultés qui n'auraient pas trouvé leur solution localement. Chaque année, il y a dizaines de réclamations qui sont portées à la connaissance des équipes localement. Ça peut être des petites choses, ça peut être des choses plus importantes, ça peut être des grosses difficultés relationnelles, ça peut être la mise en cause de la manière dont le parent, le proche est pris en charge. C'est important d'en parler. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je vous l'ai dit, à chaque fois qu'il s'agit de faits qui pourraient être des faits de maltraitance, nous saisissons les autorités. Il y a zéro tolérance pour la maltraitance. Ce que dit le maître Salman ici, elle laisse entendre que au mois d'avril, il y aura une action collective. Fort bien. Pour l'instant, je n'ai rien vu. Et le cas échéant, nous le regarderons de manière extrêmement précise. Mais je trouve ça indigne, aujourd'hui, dans le contexte qui est celui-là, d'inquiétude, face à un sujet essentiel qui est celui du grand âge, qui touche chacun d'entre nous. Bien sûr. Je trouve vous poser une question de très simple. surfer sur cette angoisse-là et d'avoir finalement quelque chose, une action qui est proprement du racolage. Revenons au fonctionnement de Corian. Vous avez dit hier sur France 5 qu'il y avait moins de personnel que dans les établissements publics. Et j'aimerais vous poser une question. Je n'ai pas dit cela, si je puis me permettre. Je vous en prie. On m'a posé cette question et j'ai indiqué que le ratio, le nombre de personnels qui étaient aujourd'hui présents dans nos établissements était d'à peu près 7 pour 10. Et on dit que dans les établissements publics, on serait un peu plus que cela. Mais honnêtement, on est très proche. Et on n'était pas à ce niveau-là il y a 3 ans. Expliquez-moi, aujourd'hui, un employé d'EHPAD s'occupe de combien de personnes? Combien de pensionnaires? C'est ça. C'est 7 personnes pour 10 résidents. 7 personnes pour 10... 7 employés pour 10 résidents. Alors, on va écouter ensemble, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, vous les avez entendus, vous le savez, hein, Alain et Alexandra. Leurs aînés étaient dans un EHPAD près de Toulouse, Lerne, l'EHPAD de Lerne. Écoutons ensemble. Elle allait très bien et on m'appelle le lendemain pour me dire mamie n'est plus là. Là, je vous jure que j'y ai pas cru, quoi. Les gendarmes sont venus sonner à la maison. Ils m'ont dit on vient vous annoncer une triste nouvelle. Je m'attendais jamais à ce qu'on me dise que maman était décédée et j'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit elle a été empoisonnée. Je sentais que au niveau de Corian, ça partait à volo. C'était plus comme avant. Ça refait remonter la haine, et puis il n'y en dort plus, ça devient pénible. Oui. Quoi. Il y a une chape de plomb sur tout ça, et que là, maintenant, il faut faire sortir les choses. Vous voyez, ce qui est troublant, et moi, quelque part, j'ai envie de vous croire, et de croire votre bonne foi ce matin, c'est qu'il y a une telle avalanche de témoignages. On appelait ça d'ailleurs la libération de la parole, qu'on est quand même saisi. Bruce Toussaint, est-ce qu'on peut juste revenir ce qui vient d'être dit là, et qui est une situation terrible, qui est l'intoxication alimentaire qui a eu lieu dans l'EHPAD du Lerme. Ça, c'était le 31 mars 2019. 5 morts. 5 morts. Un établissement dans lequel il y a eu cette intoxication alimentaire. Une instruction judiciaire est aujourd'hui en cours. Juge d'instruction. Énormément d'actes ont été faits. On ne sait toujours pas aujourd'hui d'où vient cette intoxication alimentaire. Cet établissement, permettez-moi de vous le dire, est-ce que vous savez que cet établissement, Corian, l'avait racheté 1 mois auparavant? Donc, me prendre aujourd'hui, me dire qu'il y a une avalanche de cas, en me citant cette situation tragique, terrible. Les familles disent que justement, ça a changé à partir du moment où ça a été racheté. Honnêtement, je ne peux pas vous laisser dire une telle chose, et c'est d'ailleurs pas du tout. La justice est saisie. La justice est saisie, et moi, je n'attends qu'une chose, c'est que toute la lumière soit faite sur cette affaire terrible des décès du Lerme par intoxication alimentaire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai bien compris que vous demandiez à vos pensionnaires, aux familles de venir dire s'il y a des problèmes. Si la ministre, Madame Bourguignon, vous convoque, vous y allez Évidemment, je suis... Je peux vous laisser boire aussi, oui. Si vous voulez. Évidemment. C'est pas un interrogatoire, c'est pas une garde à vue. Vous avez le droit de boire. Plusieurs choses. Évidemment, et je suis et l'ensemble des collaborateurs de mon groupe sont en dialogue permanent et étroit à la disposition des autorités. Ouais. Nous n'avons rien à cacher. Nous sommes en charge d'une mission de service essentielle. Il est absolument normal, légitime que non seulement nous répondions, mais nous collaborions. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je crois qu'il faut qu'on se le redise ensemble.
l'enjeu du grand âge, il est devant nous et c'est un problème collectif. On a besoin aujourd'hui massivement de former, de recruter. Est-ce que vous savez que mon groupe, l'année dernière, a formé 2500 personnes au diplôme d'aide-soignant, des médecins, des infirmiers. Nous avons près de 1000 apprentis. Nous sommes le premier groupe aujourd'hui à avoir des apprentis soignants. Cet enjeu des ressources humaines, il est clé. On doit absolument rétablir la confiance aussi par de la transparence et par des normes claires. Aujourd'hui, la France est le seul pays pour les maisons de retraite qui n'a pas défini de normes opposables à tous, à partir duquel on puisse contrôler si oui ou non on est dans la norme. Il y en a en Allemagne, il y en a en Italie, il y en a aux Pays-Bas, il n'y en a pas en France. C'est très important que cette norme soit posée et que des contrôles par des organismes tiers puissent avoir lieu. Troisième chose, parole. Libérer la parole, oui, bien sûr, mais la parole, c'est surtout dans chaque établissement qu'elle se passe. Conseil de vie sociale, ça a été mentionné dans votre reportage, dialogue régulier avec les familles, des lignes d'alerte aussi pour les salariés, pour que les salariés puissent dire si des choses, ils repèrent des choses qui ne vont pas, présence de représentants syndicaux, de représentants du personnel. Chez nous, le dialogue social est extrêmement nourri, 9 accords signés l'année dernière. Et puis, moi, ce que je voudrais le dire aujourd'hui, c'est que ce défi du grand âge, c'est un défi de la société, c'est notre défi à tous, c'est celui de nos parents, de nos grands-parents, on est tous concernés. Et ça n'est certainement pas aujourd'hui en jetant l'anathème sur tel ou tel, en jetant l'anathème sur des soignants qui vraiment sont absolument désespérés de se sentir à ce point-là accusés finalement d'être intrinsèquement des maltraitants, qu'on arrivera à résoudre la solution. Et puis dernière chose, on parle beaucoup de maisons de retraite médicalisées, c'est la solution pour les situations de grande dépendance, notamment cognitive. Il y a beaucoup d'autres solutions qui existent pour accompagner les personnes fragiles et isolées à domicile, dans des béguinages. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on doit regarder finalement comment développer l'ensemble de ces solutions pour que chacun puisse, dans ces situations de fragilité, trouver l'endroit où il est le mieux et où il pourra le mieux vivre cette période de vie. Sophie Boissard, si on se dit tout ce matin, on peut aussi parler des sommes et du bénéfice de votre groupe. En 2020, 65 millions d'euros, chiffre d'affaires de près de 4 milliards, 3,87 milliards d'euros en hausse. Et en même temps, vous dites dans les Échos que vous aimeriez bien un peu de financement public. Ça me paraît un peu contradictoire avec les sommes annoncées. Alors, plusieurs choses. Me parler de chiffre d'affaires, c'est fort bien. Ce qui est important, c'est à quoi sert le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il sert à près de 60% à payer des salaires. D'accord. Ensuite, il sert à payer des achats, de tout ce dont on a besoin pour faire tourner les établissements. Ensuite, il permet aussi d'amortir les équipements, les infrastructures et de programmer les futurs investissements, permet de payer des impôts. Et donc, ce qui reste, les fameux 50 millions aux actionnaires, en dividendes, rapprochez-les des 400 millions d'impôts qui ont été payés en France, rapprochez-les des 800 millions de salaires qui ont été payés en France et rapprochez-les des 400 millions d'euros investis sur le réseau français. Et là, vous vous rendrez compte que proportionnellement, c'est en réalité très minime. Deuxième question que vous me posez, vous me dites qu'est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on demanderait de l'argent public supplémentaire? C'est pas ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Je voudrais expliquer simplement les choses. Aujourd'hui, je dis simplement que, en moyenne, pour un lit de maison de retraite médicalisée, l'assurance maladie, la CNSA donne 60 €. Les personnes hébergées elles-mêmes paient en moyenne, dans un établissement privé, un peu moins de 90 €. 60 plus 90, 150 €. Aux Pays-Bas, pour une structure identique, l'assurance maladie néerlandaise paie 200 € et les personnes paient en moyenne 200 € de frais d'hébergement, 400 €. 150, 400. Aux Pays-Bas, la règle, la norme, impose d'avoir 1,2 soignants pour une personne. C'est juste ce que je dis. Je dis simplement que avoir plus de personnes au pied du lit, des soignants mieux formés, ça suppose d'investir davantage, ça suppose probablement de revoir le système. C'est tout ce que je dis. Chacun peut réfléchir maintenant à cela. On est au terme de cet entretien. Merci beaucoup, Sophie Boissard. Je pense qu'on peut revoir peut-être le numéro de téléphone que nous avons déjà montré, mais que
voilà, vous souhaitiez qu'on montre à nouveau pour le service Relations Famille, le 01 55 37 53 95 pour établir ce dialogue. Et juste une toute dernière question, pourquoi vous ne participez pas à l'émission Cache Investigation? Vous êtes là ce matin à répondre à toutes mes questions, je crois... sans filtre Écoutez, je ne vais pas ici, dans votre émission, m'exprimer sur une autre émission. J'ai dit que j'étais tout à fait prête à répondre, évidemment, dans des conditions classiques, de répondre en direct, comme on le fait ce matin. Oui, c'est pas le format de l'émission. Sur la base, écoutez, je dis simplement dans quelles conditions, moi, je suis prête à répondre et à expliquer les choses. Et ça, je le fais bien volontiers, en effet.